At any time. Yanukovych, what measures? Any time. What measures? Bon après-midi, madame, messieurs. Bienvenue sur Vision 4. Vous êtes sur Actualité Plus. Et cet après-midi, Actualité Plus, vous savez, des années 2015 à 2018, l'Afrique va entrer dans un vent d'effervescence, j'allais dire, d'élections. Alors, si cette actualité élective de laquelle on va parler, on va faire un arrêt, on va faire un pan d'arrêt aujourd'hui sur les élections programmées le 25 octobre prochain en Côte d'Ivoire. De cette actualité, le docteur Eric Abanda, nous allons convoquer son expertise pour essayer de nous apporter des éclairages relativement à cette élection. Alors, élection 2015 en Côte d'Ivoire, docteur Eric Abanda, bon après-midi. Bon après-midi Simon Pierre, bon après-midi à tous les téléspectateurs de Vision 4 dans le monde entier. Et vraiment, je dirais bon après-midi à tout le monde. Et j'espère que nous allons bien changer. Bon après-midi à tout le monde, chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, vous êtes sur Vision 4, vous êtes sur Actualité Plus, comme on dit, vous êtes sur la télévision africaine. D'entrée comme ça, Eric Achille, vous savez, la semaine dernière, en fin de semaine dernière, il y a eu une attaque du train qui partait de Paris à Amsterdam. Ce train qui s'appelle le Thalys. Alors, l'attaque a été, on va le dire, a été bloquée, elle a été arrêtée par 3 jeunes hommes et un monsieur de 62 ans. Donc, de ces jeunes hommes qui sont des soldats américains, on a Spencer Stone, 23 ans, on a Anthony Sedieu, 23 ans, on a Lek Scarlatos, 22 ans, qui sont 3 soldats américains qui ont pu immobiliser cet homme, aidé par un homme de 62 ans, le Britannique Kristen Norman. Si donc ils ont reçu une distinction française ici, la Légion d'honneur pour leur courage, cette actualité, vous parlez-elle? Bien sûr, il faut comprendre que l'actualité française est beaucoup plus orientée sur la question de la politique étrangère. La politique étrangère française est beaucoup plus axée sur la lutte contre le terrorisme, surtout venant de Syrie, avec ce qu'on appelle le Daesh, avec l'État islamique au Levant, en Syrie, en Irak. Et vous vous souvenez parfaitement que beaucoup de djihadistes quittant la Syrie se retrouvent fondamentalement, n'est-ce pas, en territoire français pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter ce qu'on appelle une certaine configuration du djihad. Vous savez, tout de même, ils sont nationalisés français, ils sont nationalisés américains, ils sont nationalité britannique. Oui, mais attention, les réseaux islamistes ou des réseaux terroristes n'ont pas de nationalité. C'est un concept qui agit comme les multinationales. On recrute toutes les formes de nationalité dans le monde entier. Et dans la configuration actuelle du milieu international, comme cadre de sécurité et sciences politiques, nous avons la logique de l'individu acteur et produit des relations internationales, dont la configuration de la logique de la déterritorialisation, d'où la thématique de la crise de territorialité avec, n'est-ce pas, la raison de prolifération des réseaux. Et ce sont ces réseaux, justement, qui prolifèrent et qui remet en cause la souveraineté, sécurité et territoriale de la France. Alors, sur la question de cet islamiste, de ce djihadiste qui a attaqué le train du Thalys, la France a une politique intérieure sur la lutte contre le terrorisme, certes, mais cependant, cela n'empêche que la contribution de la lutte contre le terrorisme soit une affaire de tous les citoyens français, y compris, n'est-ce pas, les citoyens étrangers résidant en territoire français. Est-ce que la chose n'est même pas, j'allais dire, internationale? Oui, bien sûr, c'est une chose internationale, parce qu'il y a une espèce d'harmonisation des politiques étrangères sur la question de lutte contre le terrorisme à travers les chancelleries diplomatiques au niveau de l'Occident. Ne nous leurrons pas la face. Vous savez qu'il y a toujours des répercussions, comme Antique le démontrait David Mitrani dans la configuration du ruissellement des relations internationales linkage. Ce qui se passe concrètement, c'est que ce qui a comme une répercussion, un État X peut avoir une répercussion d'un État Y. Ça veut dire fondamentalement que l'individu peut quitter son territoire national ou bien son territoire d'origine d'effervescence pour pouvoir, n'est-ce pas, poser des actes terroristes en territoire français. La France est justement débordée par des jeunes adolescents qui vont en territoire syrien prôner la guerre contre Bachar al-Assad au nom de l'islam. Et ils prétendent apporter un mouvement islamique idéaliste avec un État islamique, avec un califat d'Abdullah al-Maghdadi qui justement ne peut pas satisfaire l'interrogation, n'est-ce pas, des politiques étrangères de la France et de ses alliés, quels sont les États-Unis et l'Union européenne. Aujourd'hui, la Turquie qui s'est
infiltré dans cette guerre pour pouvoir lutter contre les positions de l'État islamique, sans oublier que il y a toujours ces réseaux terroristes qui passent justement, n'est-ce pas, français pour la Turquie. Oui, mais quand vous parlez, Dr. Eric Banda, de ces réseaux terroristes, qu'est-ce qui explique que depuis l'entrée du 21e siècle, on va dire c'est bien effectif que ces mouvements aient commencé. Vous savez, des attentats au Kenya avec Al-Qaïda. Mais qu'est-ce qui explique ce vent de terrorisme qui s'accélère dans tout le monde entier? Bien, ce qui explique le vent de terrorisme qui s'accélère dans le monde entier, c'est d'abord la logique des services secrets américains, la CIA, à travers ces réseaux comme la NSA, qui ont commencé dans les années 90 avec la question de la prolifération, l'exportation du terrorisme. Et on se souvient parfaitement avec la mort du général Farah Aidid. Et on se souvient qu'après la mort du général Farah Aidid, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Avec la guerre en Libye, on a exporté le terrorisme. C'est même le questionnement que j'allais avoir. Est-ce que la mort de Kadhafi et autres, Saddam Hussein, n'a pas favorisé cette affaire? Mais c'est les services secrets américains qui ont favorisé cela pour pouvoir récupérer les matières premières au niveau du golfe de Guinée, dans le territoire africain. Et n'oubliez même pas une chose, c'est qu'il y a une bataille géostratégique et géopolitique dans la théorie de la géopolitique du chaos qui existe entre les États-Unis et ses amis de l'Union européenne avec les BRICS tels que le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, qui justement voulaient aussi récupérer les matières premières. Mais cependant, l'exploitation du terrorisme et les réseaux de terroristes comme les clubs de football ne sont que l'œuvre, n'est-ce pas, de la mauvaise orientation de la diplomatie américaine, américano-occidentale, qui voudrait tout simplement fragiliser les souverainetés des territoires et stabiliser, n'est-ce pas, en langage terre à terre, Eric Banda, pourquoi les intellectuels tendent-ils toujours à sacrifier sur l'autel ici les Américains, j'allais me dire des Occidentaux, relativement à cette affaire de terrorisme? C'est simple, ce n'est pas que les intellectuels tentent à le faire. Oui. Nous avons les émissions comme Fox News, de George Soros, de Dick Cheney, qui vendent les armes. Dick Cheney n'a pas eu honte d'aller aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, dit ouvertement qu'il faut que l'industrie américaine tourne en matière d'armement. Et que dans le rapport qui a été tiré dans le record Guinness en 2010, Dick Cheney dit ouvertement qu'il faut amener la vente des lobbies des armes aux États-Unis, un peu partout dans le monde entier, pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre à ce que nous puissions, n'est-ce pas, nous puissions nous retrouver avec un stock d'armement afin de pouvoir permettre, n'est-ce pas, qu'il y ait des rentabilités financières au niveau de l'industrie d'armement. C'est de la thématique des combattants de la liberté qui a été instrumentalisée en Libye avec ce qu'on appelle les gars du CNT. Nous quittons même de là, on est en Syrie avec ce qu'on appelle l'armée syrienne libre qui est devenue le Front al-Nosra, et le Front al-Nosra, nous avons Daesh aujourd'hui. Et il faut comprendre que ça a été bel et bien une fabrication des services secrets occidentaux, mais cependant, les intellectuels n'ont que l'obligation de franchise universelle sur le concept. Oui, mais parlant de Daesh et organisation d'État islamique, est-ce que le questionnement n'est pas finalement comment ces organisations, j'allais dire djihadistes, font-elles pour se procurer de ces armes aussi lourdes que sont les armes de guerre? Mais bien sûr. Vous avez bien dit que ces organisations font comment, mais elles sont justement financées par des réseaux structurés par la CIA et la NSA américaine, la DEA. C'est des différentes structures qui apportent l'approvisionnement à travers les courants d'aide humanitaire qu'on appelle le couloir d'aide humanitaire. Si vous avez suivi la triste guerre du Biafra, on a vu comment la France a eu à donner les armes, n'est-ce pas, aux Biafrais à travers l'aide humanitaire, n'est-ce pas, accordée par le CICR. Et on a vu ce cas avec la Syrie, où, n'est-ce pas, le comité international de la Croix-Rouge avait apporté des armes au niveau de Homs et Idlib, soi-disant aux populations civiles, mais c'était des armes qui étaient justement exportées, n'est-ce pas, à ces réseaux djihadistes. Alors, vous pensez que directement, si on s'appuie dans les règles de droit international humanitaire sur la conduite des opérations armées, est-ce que le principe de notabilité peut être observé par les organisations internationales humanitaires? Non. Il y a donc violation fondamentale des règles de droit international et mise en œuvre la responsabilité internationale pour illicéité, n'est-ce pas, de la puissance américaine et, n'est-ce pas, si des organisations internationales qui couvrent, n'est-ce pas, ces structures internationales et qui violent les dispositions de Malte de 1966 relatif, n'est-ce pas, à l'aide internationale humanitaire. Et c'est la raison qui se passe aujourd'hui. Vous pensez que ceux qui vous disent au matin que vraiment on peut nous retrouver
en train d'apporter de l'aide humanitaire à la communauté, à un des pays qui vivent, n'est-ce pas, dans la souffrance. Et aujourd'hui, au lieu d'apporter cette aide humanitaire, on apporte des armes. On a vu cela avec le Soudan du Sud, entre Riek Machar et Salva Kiir. On a vu comment est-ce que derrière l'aide humanitaire que les services humanitaires ont apporté, on a vu des armes qui ont été exportées pour pouvoir favoriser la rébellion de Riek Machar. Et aujourd'hui, les accords au niveau de l'Union africaine n'ont pas pu arriver à bon port parce que tout simplement, Salva Kiir se rend compte que les Américains l'ont complètement lobé. Et les Américains exigent, la Maison-Blanche exige que Salva Kiir puisse aller dans la table. Ouais, du côté où vous allez du côté de cet argent dont vous parlez. Je me souviens que le président nouvellement élu au Nigeria, Muhammadu Buhari, pour ne pas dire le général Muhammadu Buhari, parti aux États-Unis, il aurait bien voulu qu'il entre en position d'armes pour lutter contre la constellation nébuleuse djihadiste Boko Haram, mais ne lui ont pas été vendus. Comment vous l'expliquez? Mais ça confirme ce que je viens de dire. Hein? Ça confirme que comment voulez-vous que le scénario du terrorisme, l'exportation du terrorisme, comme ce qu'on appelle les boîtes de conserve, qu'on fait consommer, n'est-ce pas, une population africaine en pleine d'érosion, puisse, n'est-ce pas, être remis en cause par le président Muhammadu Buhari qui demande de l'aide internationale au niveau militaire en termes de logistique. Les Américains sachant pertinemment que le matériel de combat qui a été confisqué par l'armée tchado-camerounaise, cette armée a récupéré le matériel de fabrication française et américaine. Alors, si on récupère ce matériel fabriqué par les industries américano-françaises, c'est qu'il y a un problème. Alors, Muhammadu Buhari est tombé... Est-ce que c'est pas influent quand on parle d'armement de marque française, mais ceux qui achètent des armes les achètent, quelle que soit l'origine, mais d'où ils viennent? Non, mais attendez un peu. Vous savez qu'il y a des conventions en droit international. Oui. Il y a des règles de droit international qui réglementent la thématique, n'est-ce pas, la conduite des opérations d'armement. C'est-à-dire que quand on observe parfaitement les règles de l'embargo, on va se rendre compte que le problème de l'armement est un problème qui regarde l'ensemble de la communauté internationale, c'est-à-dire des grandes puissances, des chancelleries diplomatiques occidentales. Tout à fait. Nous ne pouvons pas nous substituer à ces règles qui voudraient qu'aujourd'hui, les djihadistes, n'est-ce pas, puissent être complètement financés par les grandes succursales américaines de fabrication d'armes, d'exportation d'armes. Muhammadu Buhari a fait un constat à travers ses forces spéciales, que les forces spéciales de Boko Haram, par exemple, qui ont fait la souveraineté des territoires camerounais et tchadiens, nigériens, ont des armes ultra sophistiquées à une certaine époque. Fragiliser, c'est vous qui le dites, c'est vous qui le dites. Non, mais écoutez, oui. Il a fallu qu'il y ait une synergie des opérations militaires. Oui. S'il n'y avait pas une synergie des opérations militaires, regardez la vague d'attentats que le Cameroun a reçue. Hein? Mais je crois que cette synergie, c'est pas parce que Boko Haram, si tu as qu'il était assez puissamment, ou sinon assez puissamment armé, mais c'est dans l'aspect, est-ce que c'est pas dans l'aspect où lors des attaques, il ne fuyait pas se réfugier de l'autre côté du Nigeria? Oh, écoutez, moi je me fie pas aux informations portées justement par les médias beaucoup plus occidentaux qui veulent à tout prix présenter une certaine image de la capacité militaire de nos pays africains. J'aimerais vous rappeler une chose. Comment peut-on appeler donc un conflit asymétrique lorsque ces gars contiennent ce qu'on appelle des armes lourdes, de haut calibre? Par exemple, les chars de guerre, les chars d'assaut, qui sont les matériaux de combat utilisés dans le cadre de l'artillerie sol-sol. Oui. Vous comprenez que si ces gars ont ce matériel ultra sophistiqué, ça veut dire concrètement qu'ils ont une capacité, ils ont des forces spéciales qui font ce qu'on appelle une capacité de reconnaissance en termes de... Donc, à votre sens, cette guerre ne devait pas être appelée guerre asymétrique, c'est une guerre... Normalement, il ne devait pas. Le président Idriss Déby tchadien, Idriss Déby Itno, le président tchadien, il a bien dit dans un c'est une guerre conventionnelle. Il a dit que c'était une guerre conventionnelle. Il a fallu que le Tchad réplique par l'aviation militaire et qu'elle frappe les positions, n'est-ce pas, de l'ennemi à travers ce qu'on appelle le positionnement. À une certaine époque, vous le savez, l'avait fait. Évidemment, dans la base militaire d'Amchidé, j'avais demandé, n'est-ce pas, à notre armée de pouvoir passer par l'aviation militaire comme c'est le cas en Syrie. Parce que vous savez que dans la configuration de la géostratégie, le contrôle des airs, qui contrôle l'air contrôle le monde entier. Absolument. Alors ça veut dire qu'il fallait passer par l'aviation militaire pour frapper les positions de ces gars. Parce que si on ne passait pas par l'aviation militaire, ces gars allaient directement passer, n'est-ce pas, par un certain système de ratissage du territoire. Maintenant, comme ils sont affaiblis, ils sont obligés de passer par une logique de psychose pour pouvoir frapper les positionnements, n'est-ce pas, stratégiques en termes de renseignement et prôner une psychose au niveau des populations à partir
partie, n'est-ce pas, des actes terroristes, d'attentats, passant par des enfants, n'est-ce pas, de moins de 18 ans. Et vous comprenez aujourd'hui que dans la thématique de la structuration de la désignation des conflits en relations internationales, le terrorisme n'est qu'une expression fondamentale de la structuration de la violence en relations internationales qui impose une structuration, n'est-ce pas, des positionnements stratégiques, n'est-ce pas, des grandes puissances. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je dis et je répète, quand vous regardez Boubacar Shekau, qui donne tous les moyens logistiques, médiatiques de pouvoir fragiliser les gouvernements au niveau du Golfe du Niger. Et on se rappelle du sommet du Golfe de Guinée qui s'est tenu à Yaoundé le 6 juin 2013, où le chef de l'État, son excellence Paul Biya, avait demandé à l'ensemble de la communauté internationale, les pays de la communauté internationale, d'amener une synergie de lutter contre le terrorisme et la piraterie, n'est-ce pas, maritime. Et malheureusement, les mêmes qui étaient au niveau du sommet du Golfe de Guinée à Yaoundé sont les mêmes qui justement donnent les matériaux à ces terroristes pour pouvoir vendre le pétrole à moindre coût. Et regardez, n'est-ce pas, les coûts du pétrole aujourd'hui dans le marché mondial. Le pétrole, la chute drastique des prix du pétrole se fait ressentir. C'est là l'engagement que vous, je crois que la situation se vérifie surtout en Libye où de ce côté-là, les choses ne sont pas assez claires dans la mesure où il y a deux gouvernements. Alors Eric Abanda, ça c'était pour planter le décor. Mesdames, messieurs, si vous venez de vous scotcher, nous sommes sur Vision 4, nous sommes sur l'actualité plus. Nous sommes entrés dans le fond du sujet qui nous interpelle cet après-midi. Mesdames, messieurs, un homme politique a dit l'élection, elle est certaine et encore lointaine. Alors, on va parler d'une élection qui est certaine, mais qui est toute 25 octobre 2015, l'élection présidentielle aura lieu en Côte d'Ivoire. Si depuis pratiquement 2 jours, mardi, le dernier délai, 33 candidatures ont été enregistrées, donc toutes femmes. Élection cruciale. On va le dire après la crise électorale de 2010-2011 a donné 3000 morts. C'est ça le chiffre qu'on dit. Que peut-on attendre de cette élection? Bien. Il faut commencer à comprendre une chose. Je vais aller à contre-courant d'un courant intellectuel africain qui va commencer à attaquer M. Alassane Ouattara. M. Alassane Ouattara, c'est vrai, il est arrivé au pouvoir avec tout ce que nous connaissons, mais c'est quand même un monsieur qui a construit la Côte d'Ivoire, qui a mené un système de politique de réconciliation nationale et qui, justement, est dans une logique de calcul électoral et politique. En fait, en termes de compétition, de bataille politique, il a l'obligation, il a le droit de mener, n'est-ce pas, une compétition en termes d'alliance politique. Alors, c'est qu'on parle de l'élection en Côte d'Ivoire, c'est tout simplement la victoire de ce dernier, parce qu'aujourd'hui, la classe politique ivoirienne, je parle beaucoup plus... Est-ce que la chose ne se vérifie pas en Afrique, où dès lors qu'on organise les élections, tout de suite on pense avoir du pain sur la planche? Non, M. Gbagbo Laurent a organisé les élections, il a perdu quand même. C'est votre lecture, vous, Kabanda. Bien sûr, mais le problème est le suivant. C'est pas parce qu'on organise une élection que forcément, il faut comprendre une chose. Avec Alassane Ouattara, les choses ont commencé à évoluer. La Côte d'Ivoire commence à revenir de ses cendres. Et la Côte d'Ivoire voudrait maintenant atteindre les objectifs de l'émergence à l'horizon 2020. Mais si aujourd'hui, la classe politique ivoirienne n'arrive pas à proposer des idées et se cantonne, n'est-ce pas, à la question de la libération des prisonniers politiques dans la crise post-électorale. Mais il faut quand même déjà comprendre que la classe politique, aujourd'hui le parti du FPI qui était au pouvoir hier, aujourd'hui à l'opposition, doit accepter aussi les règles du jeu démocratique. Monsieur Alassane Ouattara a l'obligation d'organiser les élections. Il y aura une élection forcément transparente et démocratique et qu'il faudra que cette classe de l'opposition puisse, n'est-ce pas, configurer, n'est-ce pas... Vous avez l'impression que la commission électorale indépendante, la CEI, comme on l'appelle là-bas, pourrait organiser vraiment des élections indépendantes? Mais s'il y a élections libres et indépendantes, vous savez, la majorité implique dans le cadre des élections du remportement des sièges et du pouvoir. Je vais vous dire pour de façon plus claire. De façon plus claire. Oui. La commission électorale indépendante, il faut tout simplement que l'opposition ivoirienne puisse fondamentalement revendiquer un nombre de sièges à la commission et que le président de la commission, n'est-ce pas, si elle est capable, cette opposition, si elle est bien structurée et si elle est bien organisée et bien harmonisée, oui, qu'elle puisse, n'est-ce pas, demander à ce que cette commission électorale soit constituée majoritairement, n'est-ce pas, de ses représentants et surtout de la société civile. Mais n'oublions pas une chose, cette commission électorale ne sera pas seule à superviser les élections, il y aura les observateurs internationaux qui descendront en Côte d'Ivoire. Oh, mais ces observateurs internationaux, vous ne pensez pas que c'est... J'allais dire c'est superfétatoire?
Oh ben écoutez, ils étaient là depuis longtemps avec les élections avec Laurent Gbagbo et aujourd'hui ils sont toujours là et ce sont eux qui ont donné les résultats de l'élection présidentielle. C'est vrai que derrière les discours de complaisance qui peuvent subvenir derrière les chefs des observations, des chefs de mission d'observation, n'est-ce pas, de l'élection, il y a aussi la vérification, n'est-ce pas, de ces fichiers électoraux et de déroulement des élections. Mais je tiens à rappeler une chose, que l'opposition ivoirienne doit maintenant centraliser toutes les données sur les calculs politiques en termes je peux dire, de plan politique pour pouvoir prôner une élection en 2015. Parce que s'il n'y a pas un programme politique conjoint au sein de la classe de l'opposition, s'il n'y a pas d'alliance politique, Alassane Ouattara a gagné les élections grâce à une alliance politique avec Henri Konan Bédié. Nous ne l'oublions pas. Au second tour, M. Alassane Ouattara venait à 32%, Babo Laurent à 38% au premier tour. Et aujourd'hui, M. Alassane Ouattara avait eu 54,5%. Alors, il est possible que M. Alassane Ouattara, s'il trouve une opposition bel et bien forte avec les Charles Est-ce que ces chiffres ne sont pas géométriques variables Le calcul politique est un calcul bel et bien géométrique variable parce que les électeurs votent en fonction de leur sensibilité. Parce que l'électorat ne peut que voter en fonction de la sensibilité, en fonction des attentes. Et il faut comprendre, au niveau des attentes macroéconomiques, la Côte d'Ivoire aujourd'hui atteint les objectifs de la croissance macro de l'économie de 8%. Et en termes de chiffres et d'orientation, n'est-ce pas, des investissements, il y a une très forte attraction, n'est-ce pas, au terme de la politique de M. Alassane Ouattara sur la construction et l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, qu'on ne veuille ou pas, nous regardons par exemple les indices de croissance à travers les indices de développement humain qui est très élevé par rapport à tous les restes des pays de la sous-région, n'est-ce pas, au niveau de la CEDEAO. Alors, je pense que... On parle d'une croissance à 2 chiffres de ce côté-là. C'est une croissance à 2 chiffres et il faut comprendre. C'est vrai, je ne veux pas passer mon temps à vanter les talents politiques de M. Alassane Ouattara, qui était au FMI à la Banque mondiale, mais M. Alassane Ouattara a amené une nouvelle logique, n'est-ce pas, d'une croissance économique et l'assainissement des fichiers électoral, non seulement l'assainissement, n'est-ce pas, de la politique budgétaire. Est-ce qu'il n'est pas, avant que vous partiez de côté où vous allez, est-ce qu'il n'est pas en train de flopper les candidats par ce qui ne s'est jamais vu en Côte d'Ivoire, ce nombre pléthorique de candidatures? Mais c'est le jeu démocratique. M. Alassane Ouattara ne doit pas fixer les règles de jeu sur le nombre de candidatures. Oui. C'est maintenant aux candidats de trouver, n'est-ce pas, une espèce d'alliance pour pouvoir contrecarrer M. Alassane Ouattara qui va gagner ces élections, parce que je suis sûr qu'il y a certains membres de l'opposition qui vont faire alliance, comme Albert Mabil Takes et Henri Konan Bédié. Ma question allait dans un certain sens, Dr. Eric Kabanda. Vous savez, quand je parle d'effectifs pléthoriques, il vous souvient que je crois que c'était en milieu de semaine passée, le texte fondamental dit que l'âge pour poser une candidature est de 40 ans au moins. Vous avez entendu parler de ce jeune homme de moins de 30 ans qui aurait posé sa candidature? Oui, mais est-ce que cette ouverture ne vous parle pas? Non. Le problème est que M. Alassane Ouattara sait parfaitement qu'en dépit des règles constitutionnelles qui imposent un terme de limitation d'âge, oui, le candidat qui vient poser sa candidature à 30 ans n'a pas les capacités ou l'étoffe. Pratiquement, dit-il, 28 ans. 28 ans. Oui. Il n'a pas les capacités ou l'étoffe. Et il faudra même déjà que le service administratif et de l'intérieur... Oui, mais quand vous dites qu'il n'a pas de capacité, n'a pas d'étoffe, quel étoffe voulait-il avoir pour être un homme politique? Non, écoutez, nous sommes africains, ne nous leurrons pas la face. Oui. Dans la structuration des politiques africaines, il faut comprendre que tout est lié à la maturité. Vous pensez qu'on se lève un matin pour diriger un pays? Ah ben non, je suis désolé. Il faut déjà comprendre. Quand vous parlez, docteur Eric, de maturité, il vous souvient tout de même qu'au début des années 60, le président Paul Biya, cité, qui est président du Cameroun actuellement, est entré au gouvernement à 29 ans. Il est entré au gouvernement à 29 ans, oui, mais il a été président de la République à 49 ans. Il est déjà quand même un homme mature. Oui. Mais n'oublions pas une chose, le candidat qui est ici n'est pas membre du gouvernement. Oui, il est candidat à une élection présidentielle. Le président Aïdjo est arrivé avant 49 ans. Le président Aïdjo est arrivé avant 49 ans, mais il avait à plus de 40 ans. Oui. Et la constitution camerounaise parle de 35 ans révolus. Donc, n'oublions pas ce côté, que derrière le positionnement des candidats pour l'élection et la course à la présidentielle en 2015, M. Alassane Ouattara va jouer sur le fait qu'il y ait tout simplement les discordances, les désappointances au niveau de la classe politique de l'opposition ivoirienne et pourra se fonder ses alliances politiques
afin de pouvoir gagner ces élections au premier tour avec plus de 50%. Et c'est ce que je suis en train de voir. Vous savez, si le lancement des candidatures a été, et c'était en effet le 4 août, je vous ai dit qu'elles se sont arrêtées il y a quelques jours, et puis il faut tout de même dire que le Conseil électoral devait présenter ses candidatures au Conseil constitutionnel qui a 72 heures pour les valider. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez qui sortirait de ces 33 candidatures? Ce que je penserais, c'est que la candidature jeune homme de moins de 30 ans va devoir être écartée. Je suis très sûr, je suis très convaincu. Parce Le dossier apparemment n'aurait pas été validé. Le dossier ne sera pas validé, ça c'est rien à faire. Oui. Et ne nous leurrons pas aussi la face. Ceux qui vont compétir à l'élection présidentielle devront s'armer de beaucoup de patience et de courage et de beaucoup, n'est-ce pas, de programmes et d'idées pour briguer un mandat à l'élection présidentielle devant le président Alassane Ouattara. Et qu'on ne veuille ou pas, Alassane Ouattara a fait un travail remarquable dans la construction et le développement en termes de la polarité des investissements. On va peut-être y revenir, Dr. Abanda, dans cette affaire. Quelles sont les chances des uns et des autres? Je vais vous citer un certain nombre d'acteurs politiques de ce côté-là. Alassane Ouattara qui se présente à sa propre succession. On a l'ex-premier ministre Charles Konan Bani. Oui. On a Pascal Affi-N'Guessan du Front populaire ivoirien. Oui. On a par ailleurs Mamadou Koulibaly, qui est le fondateur de Libération et Démocratie de la République, le leader. On a par ailleurs Amara Essi, ancien ministre des Affaires étrangères de 90 à 99. On a le député Bertrand Konan Kouadjo. Oui, que peut-on attendre de ces figures de proue de l'élection présidentielle en octobre? Ils ne pourront pas battre Alassane Ouattara. Pourquoi? Sur le plan électoral. D'abord, Affi-N'Guessan. Passons d'abord par le Front populaire ivoirien. Oui. Pascal Affi-N'Guessan a été complètement désavoué par son parti, le FPI. On l'a remplacé scrupuleusement par Alpha Omar Koré, qui est du nord de la Côte d'Ivoire. Mais comment se trouve-t-il donc qu'il soit le candidat Non, écoutez, je l'ai suivi à France 24, il racontait ces histoires comme quoi il est candidat du FPI. Le FPI... Vous savez également que France 24 a des informations... Mais Affi-N'Guessan, lui-même, il a reconnu qu'il a été désavoué par son propre parti. Parce que tout simplement, la classe politique du FPI voudrait que M. Laurent Gbagbo soit libéré de la haie et que ce dernier puisse être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas prêts de le voir parce que les mauvaises bouches disent tout simplement qu'il s'est allié à M. Alassane Ouattara, ce qui n'est pas tout à fait vrai. M. Alassane Ouattara... Vous savez tout de même qu'il était en prison avec l'autre. Oui, mais il a été en prison, mais ça n'empêche pas quand même que Pascal Affi-N'Guessan a été désavoué par le FPI. Si nous quittons de M. Affi-N'Guessan, déjà le FPI, s'il est candidat pour le FPI, je vous assure qu'il perdra ces élections. Oui. Bon, maintenant, si nous partons voir Koulibaly, Mohamed Koulibaly qui est le patron du leader, mais il faut quand même qu'on soit sérieux, il était le président de l'Assemblée nationale ivoirienne lorsque Gbagbo Laurent était aux affaires, oui. Il était membre du FPI et comme par hasard, quand Gbagbo fut arrêté, il crée son parti politique, il sera complètement désavoué, non seulement par la classe ivoirienne, mais aussi par d'autres membres politiques, la classe politique de l'opposition ivoirienne. Si nous quittons de là, nous allons Kakabé, Bertrand Kouadjo. Mais il faut quand même... Bertrand Kouadjo, pardon. Mais M. Kakabé ne peut pas aussi gagner cette élection. Il a été lié à l'allié de M. Alassane Ouattara. Kakabé, oui. Oui, il était l'allié de M. Alassane Ouattara dans le cadre du PDCI. Hein? Oui. Il était du PDCI d'Henri Konan Bédié. Et Bédié a demandé de soutenir la candidature de M. Alassane Ouattara. Mais si j'ai bonne mémoire, la parole de Bédié au niveau de la Côte d'Ivoire compte aussi beaucoup. Et vous comprenez que les Amarais et les autres, les Charles Konan Bani, n'étant pas unanimes dans le cas du PDCI RDR, vont devoir aller en rang dispersé pour la théorie de division pour mieux régner. Alors M. Alassane Ouattara va mettre du terrain, il va les battre à plate couture dans le cadre de la future élection présidentielle de 2015. Et c'est ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Est-ce que les fondeurs du côté du président Gbagbo peuvent boycotter cette affaire? En ce moment, il faudra qu'ils aient la capacité de s'entendre au niveau de la classe du FPI. Parce que s'il n'y a pas une capacité d'entente au niveau de ceux qui sont derrière M. Gbagbo Laurent et ceux qui sont derrière Affi-N'Guessan, automatiquement l'opposition ivoirienne ne peut pas se résumer au FPI. N'oublions pas que Laurent Gbagbo, pour choquer avec Alassane Ouattara, a aussi eu des alliances politiques
avec d'autres partis d'opposition. Et il a été candidat pour la Ligue pour la majorité présidentielle. Est-ce que c'est pour cela que, vous savez, la semaine dernière, ADO, comme on l'appelle là-bas, a remis à une cinquantaine de personnes, une somme de 50 millions relativement à ces personnes qui ont été sous-jacentes au conflit de 2000, au conflit pour 2010-2011. Quelle lecture avez-vous cet appel de balle? Il est dans le cadre de la réconciliation nationale. Monsieur Alassane Ouattara lui-même, quand il était en exil, lui-même on a tenté à sa vie. Le régime du général Gueye, le régime Gbagbo ont tenté à sa vie. Et aujourd'hui, il est dans le cadre de la réconciliation. C'est normal que quelqu'un qui a vécu les injustices comme le président Alassane Ouattara puisse maintenant se retrouver en train de pouvoir apporter, n'est-ce pas, un sens de réconciliation afin que les Ivoiriens pardonnent et que, n'est-ce pas, les victimes de la crise post-électorale puissent avoir, n'est-ce pas, des dommages et intérêts et qu'ils puissent avoir gain de cause. Alors, il faut comprendre une chose. Ne nous fions pas aux médias qui se veulent panafricanistes ici dans nos pays africains, qui voudraient présenter certaines choses et ne pas présenter la réalité. Monsieur Alassane Ouattara, lorsqu'il était ministre des Finances en Côte d'Ivoire, lorsqu'il était Premier ministre, pourquoi on n'a pas soulevé le Conseil d'ivoirité? Et aujourd'hui on le soulève et on soulève la Constitution ivoirienne. Mais quand on laisse les gens tranquilles. Et qu'il faut qu'on comprenne que le président ivoirien en place aujourd'hui est dans une logique de réconciliation et de rassemblement de tous les Ivoiriens. Mais est-ce qu'on peut avoir, vous utilisez un bien grand mot, réconciliation en Côte d'Ivoire, si on ne ramène pas tout le monde à la maison, si tant que l'ex-président Laurent Gbagbo ne pourrait pas être, j'allais dire, libéré, tout de même, parce que vous savez que son procès aura lieu en novembre prochain. La libération de Laurent Gbagbo se situe dans une logique de répression des infractions qui portent atteinte à l'essence de l'humanité dans le cadre de la crime de répression et dans le cadre d'une justice internationale. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent... Est-ce qu'on n'est pas en face d'une justice de vainqueur, Si nous étions en face d'une justice de vainqueur aujourd'hui, nous, par exemple, 7 soldats de M. Alassane Ouattara qui ont été condamnés par la justice ivoirienne de 30 ans d'emprisonnement. Et certains ont porté pour 50 ans de prison pour viol et viol collectif. Vous pensez que si c'était une justice de vainqueur, la justice ivoirienne n'aurait pas jugé les soldats ouattaristes, c'est-à-dire du FRSI, c'est-à-dire Force de Républicains de Côte d'Ivoire, pour les viols et portés, n'est-ce pas, dans la province de Djokoué et, n'est-ce pas, dans les zones de Korobo et de Bouaké. Donc, ne nous leurrons pas la face, M. Alassane Ouattara, et n'est pas dans une logique de justice de vainqueur, c'est qu'il voudrait... Nous sommes en train de sortir de cette histoire en une ou deux phrases. Que pensez-vous du docteur Joséphine Yéné Ouattara, présidente du Rassemblement des femmes républicaines, qui estime qu'on ne peut pas ne pas voter à dos si on veut aller à l'émergence 2020? Évidemment, en une ou deux phrases. Évidemment, il est un courant féministe et sciences politiques dans le cadre de la classe politique électorale. Et ce que je peux demander à cette dame, c'est de continuer et d'espérer apporter des idées qui vont amener la construction de la Côte d'Ivoire, mais surtout de s'allier à M. Alassane Ouattara, qui est le meilleur choix pour moi, pour que les élections se passent et que la Côte d'Ivoire puisse atteindre les chantiers de l'émergence en termes d'attraction des investissements dans le cadre de l'OADA. Merci, docteur Eric Abanda, d'avoir honoré à notre invitation. Malheureusement, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce programme, mais tout de même, en substance, il est à relever que nous avons ouvert un pan de réflexion sur l'élection programmée le 25 octobre prochain en Côte d'Ivoire. Candidature relevée 33. Si vous avez aimé, on reprend rendez-vous demain, même plateau, même heure. Tant qu'à moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est rester sur les programmes des Vision 4, excellentes sur les programmes. Merci. Tu me bouffes toujours 45 secondes. What measures